Madame, Monsieur, bonjour. Quel bonheur de vous retrouver sur RTI 1 après ces quelques semaines de repos. J'espère que vous vous portez bien et que vous êtes heureux de suivre On garde le contact. Sur RTI 2, toutes mes confuses. On sent que les congés sont encore dans ma tête. Mais bon, je suis très concentrée et très heureuse d'être en votre compagnie, je l'ai dit. De même que Monsieur le docteur Brou qui était absent également et qui est de retour. Bonjour, Absolument, docteur. oui, cela fait également 3 semaines. Je voulais donc dire bonjour aux téléspectateurs. Et nous sommes contents de reprendre le travail là où nous l'avons laissé. Très bien. Monsieur Mbok, qui lui était fidèle au poste, bonjour. Bonjour. Quel bonheur de vous retrouver. Oui, moi également. Je regardais chaque fois de l'autre côté, il n'y avait pas mon docteur Brou. On est là, on est de retour. Et je tiens ici à remercier donc Caroline Landji qui vous a entretenu pendant toutes ces semaines. C'était un plaisir pour elle d'être en votre compagnie. J'espère que vous avez apprécié également les moments passés en sa compagnie. Je sais que c'est le cas. On lui fait plein de bisous et gros bisous également à toute l'équipe de production que je suis très heureuse de retrouver. Alors, prendre sa vie en main, c'est le thème aujourd'hui. Pourquoi certains d'entre nous ont-ils le sentiment d'assister au spectacle de leur vie sans y participer, tandis que d'autres se lancent et agissent avec aisance? Sommes-nous les capitaines de notre propre bateau? Sinon, comment prendre les rênes de sa vie? Pour en parler, ils sont là, le docteur Brou et Monsieur Mbok. Et vous également, nous comptons sur votre participation car vous le savez, cette émission est interactive. Le téléphone est ouvert, 22 42 54, précédé du plus 225 si vous êtes hors de la Côte d'Ivoire. Comme d'habitude, on commence avec l'état des lieux. Ce sera donc l'affaire du docteur. Oui, en donnant l'état des lieux, je voulais d'ailleurs exprimer ma joie parce que nous sommes suivis de loin. Moi, j'étais à Los Angeles, j'ai suivi l'émission là-bas. Et cela m'a fait énormément plaisir de savoir que notre émission est suivie d'un peu partout. Alors, ceci étant effectivement, c'est un sujet assez, j'allais dire, d'actualité de notre vie quotidienne. On entend même beaucoup de personnes dire « oui, moi je suis venu accompagner les autres, rien ne me réussit ». On voit aussi d'autres personnes qui croisent carrément les bras, simplement parce que on a le papa ou on a un frère qui a une situation et qui s'occupe de nous. Donc on devient volontairement spectateur et puis il y en a qui sont victimes, c'est-à-dire qu'ils essaient de se battre un peu, ça ne va pas, et puis ils baissent les bras et deviennent également spectateurs. D'où l'expression qui est très fréquente sous nos cieux, on dit oui, tu es l'espoir de notre famille. Je me pose, c'est une expression que je n'aime pas beaucoup parce que si on dit à M. Mbok tu es l'espoir de toute une famille, celui qui vous dit ça finalement, quel est son rôle, lui n'est pas l'espoir. Et cela est parfois source de stress parce que tout le monde... Ça met une pression énorme sur l'individu. Une pression quand les autres refusent d'une manière ou d'une autre de participer à cette prise en charge de la famille et qu'on vous dit vous êtes l'espoir et que tout retombe sur vous. Et comme beaucoup d'Africains aussi aiment bien ça. Je dis oui, toute la famille c'est moi. Et évidemment, on le verra tout de suite, enfin dans le déroulé de l'émission, les conséquences qui accompagnent ce genre de situation. Monsieur Mbok. Oui, je pense qu'il a suffisamment, dans ses propos liminés, il a suffisamment étayé les causes, il a fait l'état des lieux. Et ce que je pourrais dire, c'est que généralement, il faut se poser des questions sur ce que nous sommes en train de vivre. Est-ce que ce que nous faisons nous rend heureux? C'est ça la question fondamentale. Est-ce qu'on est heureux dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est? Est-ce que ce que nous sommes, quand nous nous mirons au miroir, quand nous nous regardons dans une miroir, est-ce que ça nous fait plaisir, le reflet de notre personnalité? C'est la grande question à laquelle il nous faut d'abord répondre. C'est alors qu'on prend conscience de ce qu'il y a lieu de faire ou pas faire pour pouvoir entrer dans le sens de changer quelque chose et prendre notre vie en main. Absolument. Très bien. Second sous-thème, Patricia Yeo nous permet d'y arriver. Les différents cas de figure, et Dieu sait s'ils sont nombreux. Oui, il y a énormément de cas de figure. Mais se prendre en charge, ça commence déjà à l'enfance. Parce que souvent, quand on parle de se prendre en main, on a l'impression que c'est seulement quand on est adulte, qu'on a un âge, par exemple, de partir de la maison. Mais un élève déjà doit pouvoir apprendre à se prendre en main. Par les études d'abord. Celui qui ne prend pas au sérieux ses études refuse délibérément de se prendre en main. Parce que c'est par les études que demain nous allons obtenir un parchemin, un diplôme qui va nous permettre d'aller nous battre aussi sur le marché du travail. Donc si nous refusons délibérément, parce qu'il y a des gens effectivement qui ont des difficultés, soit des problèmes de santé ou des problèmes d'ordre matériel, financier, qui n'arrivent pas effectivement à faire les études. Là encore même, ça ne justifie pas à 100%, mais il y a des gens qui viennent de familles où il y a les moyens qui sont mis à leur disposition, qui délibérément, pour des raisons qui leur sont propres, refusent d'aller à l'école. Donc déjà, ça commence là.
se prendre en main, c'est également son petit quotidien. Vous savez, il y a des gens, et on est obligé de parler, les gens se marient, ils n'ont même pas appris le minimum. Ils n'ont pas appris à se prendre en main. Comment peut-il prendre un foyer en main? Comment peut-il prendre des enfants en main? Et ça, c'est pareil pour les hommes que pour les femmes. C'est pareil aussi bien pour les hommes que pour la femme. Par exemple, vous êtes enfant, vous n'avez jamais appris à laver vos dessous, vous n'avez jamais appris à faire une table. Et puis demain, vous travaillez, vous pouvez être d'abord célibataire dans un premier temps, ou même si vous êtes marié, vous pouvez ne pas avoir les moyens au départ de vous prendre les services d'une servante. Il est évident que ce sont des choses, si vous n'avez pas appris à faire, ça va être bien évidemment source de conflit. Très bien. Manuela est en ligne et nous appelle de la Rivière à Troyes. Allô? Allô? Bonjour Manuela. Oui, bonjour. Allô? Oui, allô? Bonjour Manuela. Bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va, merci. D'accord, on vous écoute. Bon, j'appelle pour encourager les gens à prendre vie en main, en fait. On ne vous entend pas du tout, Manuela. Alors là, pas du tout. On essaie de régler cette situation. Merci beaucoup, docteur. Donc, je continue de terminer pour dire qu'il faut que ce soit clair dans notre esprit quand on dit se prendre en main. Il ne s'agit pas simplement de travailler pour avoir de l'argent. C'est juste un autre aspect. La gestion même de notre temps, c'est une manière de nous prendre en main. Quand je ne sais pas ce que je dois faire, que je me lève le matin, je traîne dans la maison et que les 24 heures passent, c'est une manière de refuser de me prendre en main, de me prendre en charge. Donc la gestion également de notre argent, si je gère mal ou bien je n'ai pas la conscience de gérer, je ne me prends pas en main. Donc je veux insister pour dire, cette prise en main là, ça concerne tous les âges. Tous les âges. Les élèves sont concernés, les étudiants sont concernés, les parents sont concernés, tout le monde est concerné. Mais tout cela doit partir d'un constat. Il faut réaliser qu'il y a quelque chose qui doit changer dans notre vie, qu'on n'a pas les rênes d'un certain domaine de la vie. Vous l'avez dit, ça peut être la ponctualité. Quand on n'a pas la gestion de son temps, on se rend compte qu'il y a problème, on décide de prendre ce problème-là à bras le corps et d'y remédier. Ça peut être la gestion de son argent, etc. Alors, à quel moment est-ce qu'on fait le constat de savoir qu'on a des lacunes dans un domaine particulier et qu'il faut travailler là-dessus? Avant que M. Mok ne prenne la parole, je voulais dire que tout part quand même des expériences de la vie. Il y a la dernière fois, quelqu'un me posait une question de savoir, est-ce que le fait de rester seul, ça veut dire qu'on est malade? Seul, c'est-à-dire? Isolé. La solitude. D'accord. Je suis seul, je ne veux pas avoir affaire aux gens, comme souvent après les déceptions, on le dit. Je l'ai dit, le critère majeur, comme M. Mbog l'a dit, dès lors qu'il y a souffrance, c'est qu'il y a un problème, vous devez chercher à régler. Maintenant, si vous êtes seul, que vous êtes dans la joie, dans le bonheur, vous êtes épanoui, ok. Monsieur Doumbia nous appelle du plateau d'Ocuy. Allô? Oui, allô? Bonjour, Monsieur Doumbia. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Ouais, en fait, l'émission, le thème m'intéresse beaucoup. Oui. Parce que c'est un exemple palpable. Quand j'étais chez mon oncle, j'étais l'une des personnes qui aimait toujours se coucher, attendre qu'on me fasse tout. Et jusqu'à ce qu'un jour, je constate que la quasi-totalité de mes amis, à travers des initiatives privées, ont réussi à gravir les échelons. Donc tout d'un coup, j'ai décidé comme ça de partir. Je n'avais aucun sou. J'ai dit à mon oncle, à moi personnellement, vu mon âge, vraiment j'avais l'intention de déménager. J'ai dit, mais tu déménages, tu n'as pas d'argent. J'ai dit, non, mais il faut que je déménage. Au même moment, j'étais avec une fille qui représentait ma copine. Je suis allé voir ses parents et j'ai dit, ben, il faut que je me marie. Eux-mêmes, ils étaient tous étonnés. On dit, mais tu fais quoi? Je dis, non, je suis étudiant, mais je n'arrivais pas à comprendre quelle est cette force qui me poussait à vouloir me prendre en charge. Et puis, je suis parti. J'ai croisé certains amis à travers des initiatives privées. Nous nous sommes lancés dans des affaires. Et puis, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, ça fait bientôt 4 ans, 5 ans que je suis là. Ça fait combien de temps? Ça fait bientôt 4 ans, 5 ans que je suis autonome et que tout baigne. Félicitations. Maintenant, ce que le docteur a dit... Allô? Vous m'entendez bien? Oui, monsieur Doumbia. Voilà, selon l'intervention du docteur, je suis confronté à ce genre de problèmes où souvent on dit que non, tu es l'espoir de la famille, tu es le seul qui est à l'école. Et puis, et pourtant, ils sont tous au village, ils entreprennent des choses, ça va chez eux, mais lorsqu'il y a un petit problème, je suis la personne qu'on contacte.
Bon, comme de nature, j'ai une nature généreuse. Même quand on me demande une aide, j'ai du mal à refuser. À tel enseigne même que maintenant, je commence à avoir des problèmes avec ma famille. Je vous donne rendez-vous. Alors, M. Doumbia, j'ai une question à vous poser. D'où est parti le déclic? Qu'est-ce qui vous a secoué et puis vous vous êtes dit, il faut que je me prenne en main en fait? C'est parti de quoi? De votre petite amie peut-être qui vous a mis une pression? D'où c'est parti? Non, le déclic est parti avec... j'ai été fouetté dans mon orgueil quand un jour j'étais au plateau. J'ai vu certains amis, bon, arrivé à un certain moment, je me posais des questions. Je dis, mais attends, vu mon âge, je suis encore chez mon oncle, mon savon, on paye mon savon, on lave mes habits, je n'ai rien, je suis là. Bon, il fallait que je me prenne en charge. C'est parti comme ça. Très bien. Merci beaucoup, M. Doumbia, pour votre témoignage. Merci. Et puis, bonne émission à vous. Merci. Félicitations à vous pour votre parcours. Alors, il a dit, vous aviez la parole, M. Mbok, il a dit que c'est parti pour lui de, je ne dirais pas une humiliation, mais c'est parti de peut-être son orgueil qui a été fouetté par un fait qu'il a vu. Oui. Et ça, en tout cas, ça part de quelque part. Il faut, à un moment donné, on ne peut pas obliger quelqu'un à prendre sa vie en main si cette personne-là ne se rend pas compte qu'il y a un problème et qu'elle est très passive vis-à-vis de son existence. Ce sursaut-là, il doit venir de la personne concernée elle-même. Oui, souvent, il nous faut un incident déclencheur. C'est comme ça que tu l'appelles. Il nous faut un incident déclencheur pour nous réveiller de notre sommeil social, moral et autres, et intellectuel. Et lui, il a fallu qu'il voie une image de lui-même chez ses amis qui se sont pris en charge. Et du coup, il s'est vu faible, nu, vraiment dans la limitation. Il s'est dit, attends, il faut que je fasse quelque chose de ma vie. Nous sommes amis, certainement ils ont le même niveau étudiantin, enfin universitaire, je ne sais pas moi lequel. Je crois qu'il a dit qu'il était à l'université, quelque chose comme ça. Voilà. Il a vu le même niveau universitaire sous ses yeux, en train de se prendre en charge et d'obtenir les résultats de leurs objectifs à atteindre. Et lui, il est resté sans objectif, sans but, sans rien. Il vivait comme ça, par procuration. Et voici que... C'est ça, j'aime dire le terme, vivre par procuration. Et voici qu'après, il se rend compte que non, on ne peut pas vivre par procuration et prospérer. Et donc, c'est le mot, je l'ai lâché, pour dire quoi? En réalité, moi, j'assimile la prise de conscience en main. La prise de conscience, j'assimile cela, je vais dire la prise en main de sa vie, j'assimile cela à la prospérité. C'est vrai que le mot est galvaudé aujourd'hui, mais c'est cela. Parce qu'il veut dire pour moi la bonne santé physique et mentale, la paix intérieure, la sécurité, l'harmonie et la richesse, bien sûr, c'est-à-dire que le bonheur. Je ne parle pas de richesse en tant que bonheur, je dis le bonheur séparément et la richesse séparément. Pour moi, c'est cela, se prendre en main. Parce que quand on... Tout à l'heure, vous le disiez, c'est peut-être sur le plan de la santé qu'on réalise qu'on répète les mêmes choses reviennent. Parce que souvent, c'est cela. Je fais ceci, j'ai toujours la même... les mêmes bobos. Les mêmes bobos, voilà. Les mêmes bobos, pour ne pas les citer. J'ai toujours le même bobo. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, je commence à faire attention. C'est alors que je me réveille. Certainement, c'est parce que je fais toujours cela qu'il y a le même bobo qui revient. Exactement. Voilà. Et vous faites bien d'en parler d'ailleurs, parce que c'est un domaine très important. Le domaine de la santé, on peut avoir des problèmes de santé. On nous donne un régime alimentaire particulier à suivre. Bannir, par exemple, l'huile, le sel de l'alimentation, l'alcool ou la cigarette. Et on ne s'y tient pas. Et on est comme un diabétique. Voilà. Et qui ne pas manger de sucre. Exactement. Et qui prend plus de sucre avant même qu'il ne soit diabétique. Voilà. Et on est surpris de chaque fois tomber malade et de ne pas parfois même d'avoir des conséquences. Allô? Voilà. On a Kadiatou, c'est ça? Oui, c'est moi. Je demande cette émission-là. Oui. C'est vraiment intéressant. Merci, Kadiatou. Nous, les Africains, c'est pas ce qui se passe. Dès que tu as l'argent, tu cours de retard comme un muscle sous le caca. Mais dès que l'argent s'avance là, il s'en va. Voyons, et puis toi, tu te déduis, dès que tu trouves encore un peu plus bien, tu dis que ma tante, mon fils, moi je suis la maman de ta maman, je suis le papa de son papa. Et tu te dis que c'est normal ça? Ah, ma chérie, merci beaucoup, Kadiatou, pour ce cri du cœur. Oui, je suis solidaire. Moi, je ne ris pas. J'expliquais le bois, mais je te vois en train de rire là. Vraiment, lui, doit te lancer dans ton cœur. Moi, je ne donne pas. On ne donne pas. Je ne donne pas. Merci beaucoup. Très bonne journée. Oui, en réalité, je la comprends parce que on voit quelquefois dans certaines familles, il y a les enfants de X qui ont réussi. Et puis l'autre là, ses enfants, il les laisse, il dit son espoir, c'est son neveu ou bien c'est son cousin. Ça,
Donc, lui, ses enfants ne sont pas formés à être l'espoir de la famille, c'est pas juste. Alors, on est dans les différents cas de figure. Hein. On a parlé donc du domaine des études, par exemple, pour ceux qui sont encore sur les bancs, donc élèves, étudiants. On a parlé également du domaine de la santé. Hein. Il faut respecter scrupuleusement les consignes données par le médecin. Parfois, on refuse de prendre les médicaments même. De la santé. Oui, ça, en général, bon, je lisais il n'y a pas longtemps un essai sur ce sujet, là, sur quelqu'un qui était malade. Et il disait que c'était le médecin qui faisait un constat en disant que pour les traitements lourds, en fait, les patients ont tendance à être fatigués de prendre des médicaments. Parce que certes, comment dire, c'est vraiment utile, hein, c'est même nécessaire, mais ce n'est pas évident d'avoir à prendre 5-6 comprimés à des heures. Oui, absolument, on est d'accord, mais bon, le souhait que si je prends les médicaments que je me sens bien, surtout les maladies chroniques, comme l'hypertension artérielle, le diabète ou même des maladies de ma spécialité, généralement c'est des médicaments qui se prennent sur de long terme, à la limite de la vie. Oui. Mais ce qui est intéressant, les personnes constatent que quand je prends mon médicament, je me sens bien, quand je ne prends pas, je rechute. Donc, par mesure de prudence, quoi que ce soit lourd, c'est la meilleure alternative, je pense. Et la seule d'ailleurs. Oui, et la seule parce que quelquefois, chez nous en Afrique, le danger c'est que les gens refusent de prendre les médicaments, mais ça va prendre d'autres médicaments dont les contenus ne sont pas toujours scientifiquement prouvés pour leur efficacité ou sans chose. Donc à la limite, il va y 50 000 pour quelque chose dont je ne suis pas sûr, et puis quelque chose qui a été prouvé scientifiquement, et parce que le choix est clair. Très bien. Monsieur Ouattara nous appelle du plateau. Allô? Oui, allô, bonjour madame. Bonjour monsieur Ouattara. J'ai été captivé par votre thème de ce jour. Merci. Et puis, je voulais prendre part pour donner un peu mon point de vue. Nous vous écoutons. Voilà, pour le thème d'aujourd'hui, vous parliez de, comment on appelle... prendre sa vie en main. Comment? Prendre sa vie en main. Oui, prendre sa vie en main, tout à fait. Bon, oui, prendre sa vie en main. Allô? Oui, nous vous écoutons, on vous entend parfaitement, monsieur Ouattara. Oui, tout à fait. J'abondais pour vous dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que mes prédécesseurs allaient dire sur le plateau, le docteur et l'autre invité. Monsieur Tout à l'heure, j'abonde dans le même sens qu'eux. Oui. Pour dire que dans la vie, comme le dirait l'autre, il ne faut pas être léthargique. Il faudrait à un moment donné quand même qu'on soit fouetté dans son orgueil. Voilà, quel que soit tout ce qui nous tombe là-dessus. Parce que je vais vous dire, souvent ce qui rend les hommes léthargiques, c'est dû au fait que bon, les circonstances dans lesquelles nous vivons nous sont tellement favorables, ou peut-être, j'allais dire, un peu, tout nous tombe là-dessus, un peu facilement, ce qui nous rend, j'allais dire, léthargiques. Et on a du mal à être plus actif. À être confronté aux dures réalités de la vie. Et lorsqu'on venait subitement comme ça à perdre l'un des parents, ou à perdre les parents, souvent c'est là qu'on se rencontre peut-être des dures réalités de la vie. Exactement. Et souvent on se rend compte que peut-être on pense que le ciel nous tombe dessus. Mais on gagnerait par, j'allais dire, pour une question de bon sens, tout et chacun soit animé par cet éveil-là, comprendre qu'il a lieu de prendre toujours sa vie en main, que ce soit en présence des parents ou quelles que soient les difficultés qu'on rencontre. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Merci, monsieur Ouattara. Très bonne journée à vous. Alors, on parle donc toujours des différents cas de figure. Oui, il y a la gestion financière. J'ai reçu beaucoup de personnes en entretien qui se plaignent effectivement de ce que, à cause de la famille, à cause des amis, ils n'arrivent pas à économiser. Il y a des gens qui nous ont appelés ici. Mais tout est une question aussi de prise de conscience. La prise de conscience qui part par un orgueil ou bien l'événement qui va attirer notre attention. Ça part également par un bilan. Si vous travaillez depuis 10 ans que vous ne faites pas de bilan pour voir qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas, que depuis 10 ans je travaille, je n'ai même pas pu avoir, j'allais dire une brique ou un terrain, il y a des questions à se poser. Or malheureusement, nous vivons, comme vous l'avez dit tout à l'heure, par procuration chaque jour. On dit chaque jour suffit sa peine, donc on n'a aucun projet, on n'a aucune ambition. On vit au jour le jour. On vit au jour le jour. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Donc il faut s'asseoir, faire le bilan, prendre conscience et désirer. S'il n'y a pas de désir, on ne peut pas avancer. Et le désir précède l'acte. Vous savez, il y a beaucoup d'entre nous qui prenons conscience, mais on ne peut pas avoir le désir de changer. Il dit, moi, ma nature là,
je suis sensible. Quand on m'appelle, je ne peux pas dire non. Je crois qu'il y a une émission qui est passée la semaine dernière aussi passée, qui dit je ne sais pas dire non. Quand je ne sais pas dire non, ça va être très difficile de me prendre en main. Donc il y a le domaine de la gestion financière quand même qui est un problème essentiel pour les travailleurs. Beaucoup de nos parents vont à la retraite et vivent parfois une retraite calamiteuse, une retraite de plus difficile qui fait que l'espérance de vie chez nous est très rétrécie. Quand on partait dans les pays occidentaux, aujourd'hui dans certains pays semble-t-il que l'espérance de vie, on va au-delà de 70 ans, voire 80 années. Donc c'est cette qualité de vie-là où les gens ont préparé leur retraite de façon, j'allais dire, bien, de façon intéressante, vivent donc comme on le dit, une belle retraite, une retraite dorée. Ils ont des maisons. Moi, je connais des gens, ils sont à la retraite, ça venait, ils achètent de grosses voitures, ça venait, ils ont de belles maisons, ils modifient leur maison, peut-être ils sont à la retraite. Et celle-là se prépare. Donc, la gestion de l'argent aussi, nous devons prendre cela en main. J'espère qu'après cette émission, ceux qui vont nous écouter vont cesser de leur chanter. En fait, c'est du chantage et de la manipulation quand on dit à l'autre, tu es l'espoir de la famille. Et comme je l'ai dit tout à l'heure à l'introduction, les Noirs, nous, les Noirs, on aime bien ça. Parce que quand vous êtes l'espoir, tout le monde est autour de vous. Quand on a un problème, vous appelez. Comme quelqu'un aime le dire, on dit on fait une réunion, tout le monde est là. Le financier n'est pas encore venu. Sur 100 personnes, il est derrière. On dit non, tout le monde n'est pas encore arrivé. Et on aime bien ça. Mais à la fin, on se retrouve. Quand on a tout perdu, la dame a appelé. On se rend bien compte qu'on n'a pas pris la gestion de son argent en main. Et c'est la catastrophe. Tout cela va vous. Très bien. Aïcha nous appelle d'Abouasso. Allô? Allô, bonjour. Bonjour Aïcha, comment vous allez? Comment vous allez? Ça va super, merci d'être avec nous. On vous écoute Aïcha. Moi, je vais dire qu'on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Ok. Des fois, en Afrique, c'est tellement difficile de se prendre en charge. Je vais vous expliquer un peu, moi, ma situation. Oui. Ça a commencé depuis le lycée. Depuis le lycée, mes parents étaient quand même fortunés, mais lorsque j'arrivais au lycée, la fortune avait diminué. Vraiment, on a connu une période de crise. Et quand au lycée, j'étais obligée de faire des petits boulots, de m'occuper de ma mère, de mes petits frères, de mes petites sœurs, jusqu'à ce que j'arrive à l'université. À l'université, j'étais hôtesse, je faisais les petits boulots. Ma bourse, je l'ai entièrement consacrée à ma famille. Et j'ai clairement appelé ma mère, qui n'est qu'une commerçante. Les fonds que je te donne, c'est pour t'aider à développer ton. Moi, si je finis avec l'université, je suis obligée de me trouver du boulot. Ça va être très difficile. Pour le moment, étant étudiant, j'ai droit à une chambre. C'est ce qui me sauve. Et si je finis, que je serai à la recherche du boulot, ça va être compliqué parce qu'il va falloir me prendre un logement et il va falloir consulter les dossiers pour me chercher du boulot. Donc, je lui ai expliqué clairement la situation et je lui donnais tout mon fonds. Chaque fin de mois, j'ai fait une enveloppe pour les chacun qui était des élèves, je les ai tenus. Aujourd'hui, je vous parle, chacun a réussi dans la vie. Il y a gendarme, il y a douanier, il y a militaire. Franchement, ils ont tous réussi. Or, quand j'arrivais à l'université, mon père venait à peine de décider. C'est tout même m'avait motivé à soutenir ma famille de façon intensive. Mais lorsque j'ai fini, que j'étais à la recherche de boulot, mes charges ont augmenté. Je devais m'assurer un logement. Je ne pouvais plus donner de l'argent à cette famille. Et qu'est-ce qui se passe? J'étais obligée de courir de gauche à droite. Ne pouvant plus subvenir à leurs besoins, tout le monde a commencé à crier. Voilà, elle a abandonné sa famille, elle ne veut plus saluer, elle ne nous voit plus. Si je vais rentrer dans les détails, c'est tellement long. Mais c'est combien 20 années après? C'est maintenant, je vous assure, cette année que j'ai décidé de m'occuper de tout. De m'occuper de tout. Les frères même qui ont réussi, même un morceau de sucre, personne ne peut dire un jour, dans un morceau de sucre. Le comble est que l'année suivante, l'année dernière, mon petit frère, la femme de mon petit frère est tombée enceinte. C'est moi qui ai pris l'accouchement en charge. J'ai dépensé plus d'1 million dans l'accouchement. Mais je vous dis que le ramadan passé, il n'est même pas venu me piquer un morceau de sucre pour tout. Pour vous dire qu'à un moment donné, c'est depuis 20 ans après, hein, c'est maintenant cette année, j'avoue que j'ai décidé de me prendre en charge. J'ai vraiment décidé de guider tout le monde, de prendre ma maison à moi, je me consacre à moi. Si j'ai un surplus d'argent, je vais à la plage, je mange bien, je vis bien, tranquillement. Je décide vraiment de ne plus me tuer de qui que ce soit. Vraiment, voilà ce que j'ai vécu. Si je veux rentrer dans les détails,
c'est difficile, c'est très difficile. Et dire que quand tu as des problèmes, les mêmes pour qui tu t'es saigné, personne ne te vient en aide. Personne ne te vient en aide. Donc voilà un peu la situation. Quand on peut les aider, on va les aider. Mais se sacrifier à 100%, je ne conseille plus à personne de le faire. On dit non, si tu ne les aides pas, il y a la malédiction. Quelle malédiction si tu as dépensé tout ton argent et puis toi tu vis de façon misérable? Il n'y a plus de malédiction que ça. Tu mets tout en prière. Ce que tu peux faire doucement, tu le fais. Mais il ne faut jamais s'oublier. Il faut se prendre en charge. Voilà, j'en ai fini avec mon témoignage. Merci beaucoup, Aïcha. Merci, très bonne journée à vous. Beaucoup de courage pour ce témoignage. Quand on l'entend parler, on sent que c'est une situation qui lui pèse et la décision a été prise. Elle a dit qu'elle a vidé tout le monde et puis qu'elle a décidé de se prendre. C'est une façon également de se prendre en main. Oui, je voudrais juste faire la transition pour te laisser à M. Mbok de dire quelque chose. J'ai fait une formation il y a quelques années à les Nations Unies où les gens disaient une crise est une opportunité. Toute situation de crise doit être considérée comme une situation d'opportunité. Donc, pour un pays, c'est pareil que pour un individu. Quand je traverse des moments difficiles, je devais pouvoir tirer les leçons et ça me donne de nouvelles opportunités. En plus, on n'a aucune capacité ou aucun moyen de changer une autre personne. Nous ne pouvons nous changer que nous-mêmes. Parce que les autres, vous leur parlez, ils vont dire toujours quelque chose. C'est vous qui vivez votre situation, vous prenez la décision. Et je termine en disant, j'ai lu un livre d'ailleurs qui parlait du fait qu'on ne peut pas ne pas avoir la joie et donner le bonheur aux autres. C'est qu'on est à l'aise. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul, disait Raoul. Oui, donc c'est justement parce que je suis heureux, j'ai la joie, je peux donner, mais si je n'ai pas cette joie, je ne peux pas donner, c'est ce que je veux dire. Tout à fait. Monsieur Mbok. Oui, je vais repartir un peu plus haut pour dire qu'en fait, je vais m'arrêter sur, je vais m'appesantir sur une phrase d'un appelant qui disait que tout me tombe sur la tête pour, n'est-ce pas, aborder la question de la précaution langagière. Dans la prise en main de soi, il faut qu'on fasse attention à ce que l'on dit. Pourquoi? Pour la simple raison que ce que nous disons traduit notre pensée. Or, nous sommes la conséquence de ce que nous pensons, puisque cogito ergo sum. Puisque j'existe, je suis, parce que je pense. Mais je ne saurai ma pensée, tu ne sauras ma pensée que parce que je parle. Donc, c'est au travers de mes propos que tu peux percevoir mon tour d'esprit. Donc, j'ai un esprit. Or, l'esprit, donc, est le trait d'union entre les choses tangibles et intangibles. Puisque ce stylo, il a fallu le penser dans le monde intangible, donc dans notre pensée, dans notre tête invisible, pour que le stylo soit aujourd'hui visible et tangible. C'est cela. Donc, lorsque les gens disent, ce monsieur qui disait, tout me tombe sur la tête, ma chère, nous, on est venu pour accompagner les gens. Ces propos, donc, n'est-ce pas, nous engagent dans le sens négatif du terme. Exactement. Donc, tout le temps, nous ne produirons que des résultats de ce que nous aurons pensé et ce que nous aurons exprimé à travers ces propos-là. Ces propos sont, n'est-ce pas, la traduction de tout ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Exactement. Or, et on va en parler d'ailleurs de ces automatismes-là qui se créent dans notre esprit. Et on a une vision biaisée des choses et ça nous rend parfois fatalistes ou pessimistes en disant, bon, c'est la vie, hein, c'est comme ça, je n'y peux pas grand-chose. Et pourtant, ce n'est pas la vie. Et on décide de laisser couler les choses et on laisse couler notre vie également. Ça, on y reviendra dans les conseils et puis les conséquences, comment justement se prendre en main. Parce que là, on est dans les différents cas de figure. On a parlé donc des élèves, on a parlé de la gestion de l'argent, on a parlé de la santé. On va parler également de la vie familiale. Absolument. De la vie de couple également. Oui, tout à fait, la vie de couple, ouais. Beaucoup de personnes souvent sont en détresse et viennent vous demander de l'aide ou des conseils parce qu'il y a des crises. Mais il appartient à chaque individu de prendre ses responsabilités, de prendre sa famille en main, de prendre son épouse, ses enfants, son époux aussi, se prendre en main. Il n'appartient pas à un grand frère ou à une belle-mère ou à un beau-père de venir prendre les choses en main. En général, ce que j'ai remarqué, c'est lorsque nous refusons nous-mêmes de prendre notre petite famille en main, et là, comme la nature a horreur du vide, quelqu'un d'autre va venir prendre votre poste. Parce que si vous êtes un chef de famille, que vous prenez vos responsabilités, que vous agissez en tant que responsable, quand vous parlez de chef de famille, vous parlez de l'homme dans le couple. Principalement, bon, jusqu'à ce que maintenant on soit plus ou moins chaud, mais l'homme demeure sous nos cieux. Même toutes les grandes dames intellectuelles, partout où j'ai parlé, tout le monde, les gens disent non, les hommes sont toujours chefs. Donc, ok, on est revenu. Monsieur Cissé, il était parti dans une diatribe là. Monsieur Cissé nous appelle de Boaké. Allô? Oui, allô, madame, bonjour. Bonjour, monsieur Cissé.
Oui. Monsieur Cissé? Je vous appelle pour... Oui, allô, madame, vous m'entendez? Oui, on vous écoute d'ailleurs. Bon, je pour prendre part au sujet du jour qui est prendre sa vie en main. Oui. D'accord. Bon, je pense que prendre sa vie en main, d'abord, il y a 2 cas de figure. Voilà, en ce sens que on peut d'abord prendre sa vie face à une situation qui se pose à nous, on n'y peut rien. Voilà, face à la pauvreté peut-être de la famille, et vous allez à l'école, et que vous arrivez peut-être à l'université, et que la famille n'arrive plus à subvenir à vos besoins. Comment faire? Il faut abandonner, il ne faut pas abandonner. Dès ce moment, il faut prendre sa vie en faisant quoi? En luttant soi-même, arriver à se procurer les moyens de pouvoir avancer, voilà, peut-être à l'université, aller de l'avant. Maintenant, dans le second cas, j'aimerais dire qu'on peut prendre ça en face d'une situation en voulant se responsabiliser. Voilà, papa, on a tout, c'est dans une ville, et maintenant, on peut prendre ses responsabilités en main. On veut s'affirmer. Dans ce cas, on prend sa vie en main en allant chercher soi-même, en laissant papa et maman. Voilà, donc c'est pourquoi je dis que prendre sa vie en main, chef de 2 cas, qui sont les cas de figure que je viens de citer. Maintenant, si je veux prendre moi-même mon exemple, moi j'étais à l'université. Vous étiez? Oui. Vous étiez, on n'a pas bien saisi? Oui. Vous étiez à l'université de Cocody? Oui, à l'université. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Voilà, vous étiez à l'université de Cocody, oui? Oui, oui. Bon, moi, les parents... On ne vous entend plus du tout. On espère que vous allez rappeler pour donner donc votre témoignage après le point de vue que vous avez exposé. Je savais vous dire effectivement que dans le cas de la famille, là où il y a le vide, la nature ayant horreur du vide, quelqu'un d'autre viendra vous prendre votre place. Donc souvent, il y a des problèmes qui se posent dans nos petites familles. On s'en prend aux autres. C'est tel qui est venu faire ceci, c'est tel, mais qu'est-ce que nous-mêmes nous avons fait pour ne pas que cela arrive? Donc il est important que les chefs de famille, accompagnés bien sûr de leurs partenaires, prennent la responsabilité, l'engagement de prendre leur foyer en main. Parce que quand on allait devant le maire, quand on allait devant la religion, les religieux, on n'a plus d'engagement, personne ne nous y a obligés. Donc il nous appartient de prendre cela en main. Et c'est le fait que dès qu'une difficulté apparaît et qu'on commence à dire, bon écoute, on ne fait aucun effort pour régler, c'est une manière de régner. Je voudrais dire que dans tous les problèmes qui se posent, il y a des situations parfois dramatiques, terribles, mais en tout état de cause, il y a possibilité de trouver une solution. Il faut beaucoup réfléchir et on peut toujours trouver une solution. Ça peut être une solution palliative, ça peut être une solution définitive, mais il ne faut pas baisser les bras. Il faut toujours être dans la dynamique de dire, c'est ma vie, je veux que ma vie soit une vie de bonheur, je veux que mon foyer soit un foyer de bonheur, donc je m'engage, je m'en vais. L'exemple que le téléspectateur donne, parlant des moyens au niveau des étudiants, moi j'ai connu des étudiants qui sont venus de familles extrêmement pauvres, mais aujourd'hui qui sont des grands cadres de ce pays. Simplement parce que les étudiants, les parents n'avaient rien, mais ils se battaient. Et je me souviens qu'un étudiant nous avait appelé ici sur ce même plateau pour dire pendant que j'étais étudiante, parce que mes parents n'avaient rien, je faisais du commerce. Et au point où même quand j'ai fini, j'ai eu du boulot. Et en essayant de comparer ce que j'avais quand j'étais commerçante et ce que j'ai en tant que travailleur, le temps que ça me prend, j'ai décidé de démissionner pour aller me consacrer avec ma formation à mon commerce. Donc il y a toujours, tant qu'on a le désir, on a la volonté, on a toujours des possibilités de trouver des solutions qui ne vont pas régler parfois totalement, mais dans d'autres cas, qui peuvent nous aider quand même à avancer. Alors, je vous pose la question à tous les deux, hein, M. Mbok. Il y a des personnes comme ça dans la vie qui sont passives, c'est leur caractère. Elles ont tendance à tout laisser faire. Ça rejoint un peu le thème que vous avez abordé il y a quelque temps, dans le sens de je ne sais pas dire non. Il y a des personnes comme ça qui laissent tout faire, qui ne sont pas assez, je dirais, c'est pas courageux, c'est pas le terme, mais qui n'ont pas, peut-être par peur de vexer les autres, de les blesser, qui n'arrivent pas à s'affirmer, à affirmer leur personnalité. Ces personnes-là, en général, ont tendance à subir leur vie parce qu'elles subissent les desiderata des autres. Alors à ce moment-là, comment faire? Oui, comment faire? Je vous pose la question. Oui, ouais, je la reprends pour dire que comment faire pour des gens qui sont apathiques, des gens qui sont vraiment passifs comme vous le dites. Je pense que c'est de se faire accompagner.
c'est de se faire accompagner par un spécialiste en la matière qui vont les aider, n'est-ce pas, à s'affirmer et à déceler en eux les défauts, les faiblesses. Très bien. Pamela nous appelle de Yopougon. Allô? Allô? Bonjour Pamela. Bonjour. Merci d'être en notre compagnie. Pamela, on vous écoute. Bon, je voulais donner mon avis. Mon témoignage, en fait, c'est ce que je pense. Vous pouvez parler un peu plus fort, Pamela, on a du mal à vous entendre. Bon, je ne suis participée à l'émission qui passe ça. Oui, vous êtes la bienvenue. Bon, moi, je voulais faire ça de ce que je vis à présent. Oui. Moi, nous sommes 5 enfants de notre mère. Vous êtes 5 enfants de votre mère? Oui, de notre mère, parce que notre mère, il a eu d'autres enfants. D'accord. Bon, arrivé en classe de 3e, au moment j'étais au dehors par mon père et mes petites soeurs aussi. À un moment donné, j'ai pris la décision, moi, de prendre la vie en main et m'occuper de mes frères et mes soeurs. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il y a une qui a eu le BTS, il y a une qui est en 3e, mais aujourd'hui, moi, je prends la décision de m'occuper de moi-même en tout cas que je suis méchante, que je ne veux rien faire. En face de premier, j'ai eu 2 enfants de frères et soeurs. Aujourd'hui, je veux faire quelque chose moi-même. On trouve que je suis trop méchant. Et c'est pas vraiment mes frères, toute la famille. Comme si c'est moi qui ai c'est ça. Et se prendre en charge, tout à l'heure, quand j'avais une émission, j'ai dit, tiens, on dit de se prendre en charge. Pourquoi moi je fais un pas et les gens refusent? Donc, bon, je ne sais pas. Et comme le docteur qui a apprécié, comme les gens de conseil, je ne sais pas si je fais du mal aux gens de prendre ma vie en main. Très bien, Pamela. Oula, merci beaucoup. Alors, on l'a dit en début d'émission, ce sursaut-là peut venir d'un déclic. Et puis, apparemment, pour elle, cette émission a été un déclic. Elle a décidé de se prendre en main. Elle demande des conseils, docteur. Oui, mais la difficulté, c'est que dans sa décision, il y a souffrance. C'est là tout le problème de beaucoup de personnes. Je me rends compte qu'à un moment donné, j'ai décidé d'emprunter une voie qui serait pour moi la meilleure. Là, il y a la souffrance. Et comme il a dit tout à l'heure, il faut se faire aider. Elle a besoin d'être aidée parce que la décision qu'elle a... Pas un professionnel, ça peut être des amis, ça peut être un professionnel. Nous, on reçoit des gens régulièrement de ces situations. Et je voudrais dire à ceux qui nous suivent, nous ne sommes pas en train de prêcher la méchanceté. Oui, parce qu'on dit, oui, vous êtes parti là-bas pour dire qu'il ne faut pas s'occuper de nous. Mais je dis, là où je pense que je prends mon argent pour m'occuper des gens et que je n'arrive pas à manger moi-même, que ma progéniture n'arrive pas à manger, Dieu n'agrée même pas ce genre d'acte. Oui, parce que notre première responsabilité, c'est notre petite famille. Ensuite, la grande famille, etc. etc. Donc, il ne s'agit pas de dire, on est en Afrique, et la tradition africaine est encore là, dans sa solidité, j'espère. Mais le gros problème est que les gens s'oublient totalement. Parfois, vous les voyez débrailler. Ils ont de grands postes, ils n'ont même pas de véhicules, en train de lutter les véhicules de transport en commun avec d'autres personnes, au point d'être critiqués, au point d'en souffrir, au point de faire souffrir les enfants, de faire souffrir leur famille. Là, il y a problème. En ce moment, on prend la décision et on essaie de réorienter. Peut-être que si j'ai de l'argent, je vais faire des sortes de proportions. Je vais consacrer telle proportion à ma famille, telle proportion à moi-même. Parce que ce qu'elle dit est une réalité, que beaucoup de personnes travaillent mais ne vivent pas de leur travail. Ils travaillent pour d'autres. Parce que vous travaillez quelquefois, déjà le 5 ou 10 du mois, vous ne pouvez même plus faire face à la popote de la petite famille. Vous êtes tout le temps dehors. Parce qu'à la maison, on dit non, la facture est arrivée, le sac de riz est fini, on vient parfois, il y en a qui tombent dans l'alcool, qui vont aller prendre des produits, et c'est pas ça. Donc ce qu'elle dit, elle a besoin d'être aidée parce qu'elle prend une bonne décision, mais elle en souffre et elle a besoin qu'on lui dise de ne pas se condamner. Parce que justement, le changement n'est pas toujours évident pour les personnes qui sont autour, qui ont eu l'habitude de profiter de ces largesses-là, de profiter du caractère passif de la personne. Quand la personne décide de se prendre en main et de s'approprier ce qu'elle est, ce qu'elle a, autour, on le comprend mal. Mais on vous sape même le moral. Si les gens se rendent compte que vous êtes quelqu'un de fragile, parce qu'il y a des gens, quand ils ont pris leur décision, si vous voulez aller sur les médias pour gâter leur nom, si vous voulez aller au village pour faire une réunion publique pour dire ceci, ça, c'est pas leur problème. Ils sont solides, ils sont des gens forts, ils ont appris cela, ils ont appris à affronter les faux témoignages. Mais il y en a qui sont fragiles.
Donc quand il décide de dire, bon écoute, ça suffit, ça fait 10 ans que je travaille, j'ai fait beaucoup, moi-même finalement, je fais mon bilan, je n'ai rien. Alors les mêmes personnes-là vont vous cribler de balles, bien sûr, sur le plan verbal, et vont saper votre morale. Et comme ils savent que vous êtes quelqu'un de fragile, soit vous allez tomber dans la dépression, on verra dans les conséquences, ou alors vous êtes obligé, soit de vous isoler dans la souffrance, ou alors vous êtes obligé de faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire revenir pour dire, bon, comme je ne veux pas qu'on me traite de méchant, donc je vais donner pour qu'on dise que je ne suis pas méchant, mais à côté, la souffrance accompagne. Donc il y en a qui font des abus parce qu'ils connaissent notre fonctionnement. J'ai rencontré quelqu'un qui dit... C'est de la manipulation à ce moment-là. C'est de la manipulation. Ça, c'est de la il y a une dame qui, je donne ce témoin rapidement, une dame que j'ai rencontrée qui a travaillé 22 ans et qui fait son bilan et se rend compte qu'elle n'a rien. Un grand cadre, une dame cadre. Elle a travaillé pour les filles. Elle a travaillé pour les autres. Mais son problème, c'était quoi? C'était sa sensibilité. Donc, quand quelqu'un vient lui dire, bon, il dit, ton signe, il faut me donner. Elle ne s'est pas dit non, voilà, c'est ça. Il faut me donner 10 000 francs. Si tu dis non, l'autre se fâche. Mais quand il est fâché, là, elle qui travaille, elle va lui prendre crédit pour donner. À 22 ans, elle n'avait rien. Donc, on a fait son bilan, on l'a aidé. Aujourd'hui, je pense que les 7 ans qui sont restés, elle a réussi à surmonter, elle a construit sa maison. Elle dit, écoute, même si je construis ma maison dans les 7 ans et qu'il reste qu'il n'y a pas de porte, je préfère. Donc, voilà, c'est un peu une réalité. Okay. Landry nous appelle de Boaké. Sandrine, toutes mes confuses. Allô? Allô? Bonjour Sandrine. Bonsoir madame. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Excusez-moi, c'est par rapport à votre thème. Oui. Prendre sa vie en main. Voilà, j'ai un petit souci, mais vraiment je n'arrive pas à comprendre. Donc j'aimerais que vous m'aidiez un peu. On vous écoute. En fait, je suis une jeune fille. Et il y a de cela des années, j'ai constaté que j'avais une mauvaise haleine. Ok. Mais je masquais cela avec des chewing-gums et des bonbons. Mais petit à petit, cela n'avait plus d'effet. Et ça fait que j'ai commencé à me retirer petit à petit de mes amis. Je suis dans mon petit coin. Mais il y a des fois que je me lève, je me dis, bon, aujourd'hui, il faut que je prenne ma vie en main parce que ce n'est pas une fin en soi. Il y a des personnes qui ont des problèmes plus graves que ça. Mais vraiment, quand je me lève, tu causes avec des gens, ils te touchent les narines. Vraiment, tu te dis, mais je fais quoi là? Vraiment, c'est gênant. Surtout pour une jeune fille. Vraiment, je traite tout, mais bon, je ne trouve pas de solution. Et là, c'est un peu difficile. Donc, si vous pouvez m'aider. Ok, voilà. D'accord. Merci beaucoup. Beaucoup de courage pour la situation que vous traversez. Je ne sais pas si elle a consulté un médecin parce que je me suis laissé dire, ça s'appelle de la litose, hein, je crois. Absolument, tout à fait. C'est ça la litose, ça peut venir de problèmes gastriques. Justement, c'est gastrique. Ça peut venir, c'est pas forcément qu'elle ait une mauvaise hygiène buccale, mais ça peut venir de l'estomac ou il faudrait peut-être voir à consulter un médecin. Ouais. Voilà. Il faut voir le médecin, ça peut se terminer avec les psychos parce que on a eu à prendre quelqu'un comme ça en charge qui dit bon, quand je m'abaisse, mon derrière sent ce qui n'était pas vrai. Donc, excusez-moi. Bon, on a vérifié, ce n'était pas vrai, mais c'était un problème psychologique. Oui, on a vérifié, moi j'ai vérifié. C'était un problème psychologique et sa prise en charge lui a permis de surmonter cette faiblesse-là. Mais je crois qu'ici, il y a des témoins. Il y a des témoins parce qu'elle dit que quand elle parle... Bon, là, c'est perçoivent la mais en tout état de cause, qu'il y ait des témoins ou non, elle est en situation de souffrance et pour surmonter, elle a besoin vraiment... Elle a besoin d'être aidée. Tout à fait. Alors, bon, 2-3 petits conseils vite fait comme ça. Vous pouvez essayer la menthe fraîche, par exemple, en mangeant de la menthe fraîche ou du persil, ou utiliser du bicarbonate de sodium pour faire votre... Enfin, j'ai fait une émission, je faisais les petites astuces. Donc, et puis d'aller voir... Et puis, voilà, n'hésitez pas à aller voir un médecin qui pourra vous dire d'où vient le problème et puis comment le traiter. Plein de bisous Sandrine et puis j'espère que ça ira mieux. On n'a plus que 10 minutes environ. Alors, on va revenir sur la vie de famille, donc la vie de couple. En général, ce sont les femmes qui... Je pense qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui souffrent de ce problème. Ce sont des femmes qui, justement, sont passives, ont un caractère tellement doux qu'elles sont, je ne dirais pas martyrisées dans leur foyer, mais elles sont finalement la bonne patte entre griffes. Le mari impose tout, les beaux-parents imposent tout, la belle famille, les belles-sœurs. Et c'est les femmes qui sont en souffrance, mais qui, soit parce qu'elles ont tellement envie de rester dans ce foyer-là qu'elles ont peur de perdre leur époux et leur situation. Parce qu'elles aiment simplement. Ou parce que c'est leur caractère, pardon. Ouais. Bon, ici, moi, je pense que j'ai posé le problème au départ. Hein, je dis, dans mes propos, je dis, il faut se poser la question fondamentale. Est-ce que je suis heureuse? La femme devrait se la poser. Suis-je heureuse dans ce foyer? Suis-je heureuse dans cette vie avec docteur ou bien je pars avec monsieur Tantel? C'est la question fondamentale à partir de laquelle
on commence à vérifier les priorités de sa vie. Parce qu'on a quand même des valeurs auxquelles l'on croit. Et lorsqu'on passe à côté de ces valeurs, alors on commence à souffrir. Si on aime lire, quand on se rend compte qu'on ne peut plus lire depuis un certain temps, on souffre de ne pas pouvoir lire. Si notre vie de couple nous empêche, par exemple, d'avoir accès aux mets que nous aimons, les petits mets que nous aimons. La tchéké, ça fait souffrir. Sous le prétexte que, oui, ton mari, il ne mange pas tchéké, dans sa famille, c'est un totem, des tas de choses qu'on entend. Alors, c'est à partir de cet instant que l'on pourrait réagir, mais sans quoi on ne peut pas réagir. Alors, ces femmes qui sont dans ces foyers-là, mais ce n'est pas que les femmes qui souffrent, ça je le dis en passant. Oui, j'ai dit plus de femmes que d'hommes. Ça arrive également à des hommes parce que moi je connais un couple où le monsieur, c'est véritablement, il passe presque pour un martyr dans la famille parce que la femme déjà, elle est très autoritaire, elle lui parle de façon dure, de façon très sévère et on a l'impression que le monsieur n'est là que pour subvenir aux besoins de... Après, loin de moi l'idée de juger, hein. En tout cas c'est l'impression qu'on a. Voilà, parce que le monsieur il est tout le temps renfermé, elle lui crie dessus. Et ce qui fait que ce comportement-là déteint un peu sur les enfants qui s'adaptent à ce qu'ils voient au caractère de la mère et du père. Ils ont plus d'égard à parler à leur maman, ils ont plus à parler à leur papa. Voilà. Parce que quand on... Oui, papa, c'est oh, papa, il des légumes. Mais c'est un légume à la maison. Allô? Donc... On va prendre Kader qui nous appelle d'Abobo. Allô? Oui, allô. Bonjour, Kader. Oui, allô. Bonjour, Kader. Bonjour, madame. Comment vous allez? Bonjour madame. Bonjour Kader. On vous écoute. C'est Kadia. Kadia. C'est ça? Oui, oui. D'accord, on vous écoute, toutes mes confuses. On vous écoute. Compte tenu du sujet, le thème que vous avez abordé là. Oui. Oui, moi je me sens un peu concerné là. D'accord, on vous écoute. Nous sommes au moins 10 enfants d'une famille là. 10 enfants, d'accord. Ouais. Oui. Le père n'est rien qu'un paysan, il n'a rien. Comment s'occuper de ses enfants? C'est un peu difficile pour nous, quoi. D'accord. Et vous, Kader, moi, je suis le deuxième. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Kader? Je suis étudiant en première année de gestion commerciale. D'accord, vous êtes étudiant, ok. Compte tenu du sujet là-bas, je me sens concerné parce que nous, les 10 enfants, mon papa n'arrive pas à s'occuper de nous. Voilà. Étant à la classe de première, plus demander de l'argent, c'était un peu difficile. Jusqu'à ce que j'obtienne le bac. Aujourd'hui, je suis à Abidjan, mais je n'arrive pas à lui demander de l'argent. Puisque quand je vois son visage, moi-même, là, me fait pitié. D'accord. Yako. Je ne sais pas si je dois continuer les études ou bien si je dois me prendre en charge. Pour le moment, je suis indépendant. D'accord. Alors aujourd'hui, comment vous arrivez à vous prendre en charge? Vous vivez chez qui? Comment vous arrivez à payer vos frais de scolarité? Il y a quelqu'un qui vous aide? Oui, je suis avec une tante là. Ouais, c'est elle qui s'occupe de moi, mais quand je vois que c'est elle seule qui finance, que mon papa aussi ne m'envoie rien, c'est difficile de son côté là, donc je suis un peu gêné là. D'accord. Merci beaucoup, Kader. Beaucoup de courage pour la situation que vous traversez. Des conseils éventuels? Bon, je voulais dire à Kader. En tout cas, ce n'est pas Dr Brou qui vous demandera d'arrêter vos études. Oui, surtout pas. En tout cas, pas du tout. Hein, ça, mais ce que je veux dire à Kader, qu'il n'est pas la seule personne dans cette situation. De par mon travail, je suis constamment avec des gens en consultation qui vivent ces situations. Lui encore, son père n'a rien. Et à d'autres, le papa, il a tout, il ne s'occupe pas. Ça, c'est encore plus compliqué. Mais de continuer à croire
et de continuer. Dieu merci, il a déjà une aide. Le bac, le fait même d'avoir le bac, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Oui, je veux dire, il a déjà une aide, il a sa tante chez qui est là au moment où il habite, voilà. Il peut trouver d'autres possibilités. Là, ce sont les vacances, par exemple. Pourquoi ne pas faire un petit boulot qui permettrait de renflouer les caisses en attendant le boulot, ce n'est pas le boulot salarial, c'est-à-dire chaque mois, ça c'est un autre problème, on veut toujours être payé par mois, mais ça fait un petit truc, il n'y a pas de petit métier, on peut faire un petit truc dans le quartier ou quelque part pour avoir un peu d'argent. Alors, pour terminer sur le sujet, la question que vous avez posée concernant les femmes qui souffrent le martyre. En réalité, le gros problème de mon point de vue, c'est qu'on est dans un contexte qui favorise tout ça. Tu vas laisser ton mari, vraiment, ça ne présente pas bien. J'ai même entendu dans des familles où le père était prêt à renier sa fille si elle devait quitter la maison, au risque de perdre même sa vie. Donc, elle est obligée de rester là. Donc, l'environnement familial, l'environnement du moins culturel est un problème. C'est un véritable problème. Oui, on est dans une société phallocrate où on permet pratiquement tout aux hommes et ils se le permettent. Donc, finalement, les femmes se retrouvent très fragiles, fragilisées. Elles ne savent vers qui se tourner, vulnérables, quand elles sont face à ce genre de situation. Donc, pour arriver à se prendre en main, il va falloir également surmonter ces difficultés d'ordre social. D'ordre culturel, parce que sans ça, ça va être très difficile. On dit, mais tu es l'aîné, tu ne fais rien pour les autres. Et les autres sont là, ils croisent les bras, ils viennent chez toi, ils remplissent ta maison, ils font parler avec tout le monde, et puis à la fin, tout le monde est pauvre. Je suis chez mon grand frère. Chez mon grand frère. Toi, tu es quitté, vous pouvez nous marier mon frère, mais je suis mon grand frère. Monsieur Mbok, votre dernier mot avant de se séparer. Bon, je pense qu'on l'a dit, hein, et comme on aura à le dire encore pour la suite, surtout les conseils, plus de conseils à la suite. Mais ce que je peux dire aujourd'hui pour chuter, c'est que ces femmes-là, pour parler des femmes, je pense qu'on va parler des femmes, voilà. Ces femmes-là ne devraient que, n'est-ce pas, reconstituer leur échelle de valeur. Moi, je pense. Qu'est-ce qui peut me rendre heureuse au féminin? Quels sont mes objectifs lorsque je venais au mariage? Pourquoi est-ce que j'ai rencontré ce garçon? J'ai accepté de vivre avec lui. Je dis c'est fondamental. Tant qu'on n'est pas heureux soi-même, tant qu'à l'intérieur de soi, on n'a pas de bonheur, on ne peut pas en donner aux autres. Tout à fait. On ne donne que ce que l'on a reçu. Alors, il faudrait faire l'effort, n'est-ce pas, d'entrer à l'intérieur de soi et voir, au-delà même de toutes ces considérations culturelles, en fait, ça, c'est la pression. Je n'appelle pas ça la considération culturelle parce que chacune vient, elle est issue d'une culture. Et sa culture a des valeurs dans lesquelles elle a grandi, n'est-ce pas? Alors, il faut tenir compte de ces valeurs-là pour vivre avec l'autre. C'est ce que je peux dire pour l'instant. Voilà. Très bien. Merci beaucoup à vous, Monsieur Mbok, Dr Brou. On se retrouve demain, bien évidemment, pour la seconde partie de l'émission. Et puis, on parlera donc des conséquences et vous donnerez des conseils, justement, pour aider toutes ces personnes-là qui regardent cette émission, ou pas, d'ailleurs, qui se rendent compte qu'il y a un problème dans leur vie, il y a un problème de prise en main et qui ne savent pas forcément, ils n'ont pas toutes les clés pour y arriver. Donc, soyez en notre compagnie demain. On vous donnera pas mal de conseils. Merci encore à vous. Merci, très chers téléspectateurs, vous surtout qui avez appelé, vous qui étiez devant votre petit écran. Merci à toute l'équipe de production, chapeautée par Patricia Yeo. Rendez-vous est pris pour demain, 13h15 sur RTI2. 13h30, pardon, sur RTI2. 13h30.